Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, disons, les symptômes qui sont attribués à des remèdes homéopathiques ont été trouvés, ce qu'on appelle la matière médicale, ont été trouvés en faisant prendre à une population, disons, de 100 personnes, une dilution homéopathique, disons, d'Ignatia, et de regarder ce qui se passait. En gros, chez 95% des gens, rien ne va se passer. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de symptômes nouveaux qui vont apparaître. Chez 5% des gens, qui sont probablement plus sensibles que la moyenne, ou qui sont peut-être plus proches du remède, il va apparaître des symptômes nouveaux. Donc le gars, il était en bonne santé, tout allait bien, il prend les granules, il voit apparaître de l'anxiété, de la boule dans la gorge, le mal de tête, etc. Et donc on a colligé tous ces symptômes nouveaux pour l'attribuer à la prise de ce remède. En arrêtant le remède, les symptômes disparaissent. Après, il peut y avoir le cas de figure de la personne qui est en très très mauvais état, qui est, disons, subclaquant, et qui va prendre un remède homéopathique qui peut rajouter une petite touche de déséquilibre. À ce moment-là, ça peut être en effet embêtant. Mais ce n'est pas quelqu'un qui était en pleine forme avant la prise. Il sera encore moins bien après la prise d'un remède qui ne lui convient pas. Il peut y avoir aussi le cas de figure de quelqu'un qui s'acharne à prendre un remède 3 à 4 fois par jour en considérant qu'il a lu dans un bouquin que c'était le bon et que donc il n'y a pas de raison qu'il se mette qu'à la fin des temps, il arrive à guérir complètement. Il peut y avoir une toxicité partielle pour le sujet dans la mesure où il y a une répétition de quantité de prise trop fréquente et sur une période trop longue. Quand des symptômes apparaissent en plus et que les symptômes initiaux ne disparaissent pas, il est évident qu'on n'est pas dans le bon remède. Quelle dilution utiliser? La question est posée. Donc, dans la question des dilutions, la question des dilutions, vous savez comment c'est fait. On prend une goutte ou un tout petit bout de quelque chose, par exemple une plante, on l'écrabouille, on met ça dans de la flotte, on secoue, on en prend 1 millilitre, on met ça dans 1 litre d'eau pure, on secoue, on balance les 99%, on regarde le 1%, on le remet dans 1 litre, on secoue, etc. Pour arriver à des dilutions dites de 200 K ou de 10 000 K ou de 50 000 K, il faut, avec des machines qui font le boulot automatiquement, parce qu'il est évident que si on le fait à la main, on a très très vite une tendinite du poignet ou du coude. Ça peut prendre plusieurs jours, voire éventuellement plusieurs mois. Alors la bonne dilution, c'est la dilution qui correspond à vos besoins. C'est-à-dire qu'on n'a aucune certitude. On a des méthodologies, on va dire en basse dilution, on est plutôt dans l'organique, en haute dilution, on est plutôt dans le psychique, et au milieu, on est au milieu. C'est-à-dire que, par exemple, Ignatia, elle vient vous voir avec seulement des troubles de l'humeur, en disant « je comprends pas, mon humeur varie d'une minute à l'autre, c'est très gênant, etc. » Et elle n'a aucun symptôme physique, du genre mal à l'estomac, au ventre, lourd aux orteils, etc. On aura tendance à utiliser des dilutions hautes. Si par contre l'Ignatia n'a plus du tout de variation émotionnelle, elle va très bien, merci, mais elle somatise à fond. Donc on utilisera plutôt des dilutions basses. 5 CH. Dans la suite de cette question, alors la personne a écrit dans la même logique, prenez-vous aussi les dissonances sur les planètes du thème dues au transit planétaire du moment de la consultation. Exemple, un événement arrive sur un transit de Uranus sur Vénus ou bien de Saturne sur la Lune, par transit. Est-ce que donc tu en tiens compte? Prenez-vous aussi les dissonances sur les planètes du thème dues au transit au moment de la consultation? La réponse est oui. Alors, là c'est pour blaguer, mais on peut aussi considérer qu'un transit entre guillemets harmonique génère un problème, parce que quelqu'un qui est déjà en excès, imaginons un Soleil-Jupiter conjoint en Lion, déjà au niveau de son moi,
ça se passe vraiment très très bien. Et en plus, je sais pas, Vénus va arriver ou Jupiter va arriver dessus. C'est vraiment génial. Sauf que il peut éventuellement péter un plomb. Parce qu'il se croyait quelqu'un de très bien, et là, il va se trouver quelqu'un, il va penser qu'il est quelqu'un d'exceptionnellement bien. Ce qui n'est pas forcément avéré. Donc, tous les transits, c'est des variations, ou même les progressions secondaires, enfin, toute variation des scénarios induit les inconvénients liés au scénario. Un scénario peut être dans l'excès, un scénario peut être dans l'insuffisance. Bien sûr, on peut toujours dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais quand on fait, de l'astrologie médicale ou de l'astrothérapie, c'est-à-dire qu'on a en face de soi des gens qui sont malades et qu'on a leur thème natal, force est de constater que dans ce thème, il y a ce qu'on peut appeler des secondarité négatives, par des aspects tranchants, des aspects difficiles. Et bon, peut-être que c'est pas ça qui a causé la maladie, qu'ils en ont profité, mais il ne faut pas dire que ça n'existe jamais. Oui, c'est vrai, il ne faut pas le dire. Donc, de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même quelqu'un qui vit sainement, qui est bien dans sa tête, va mourir un jour. Il faut déjà bien comprendre ça. Donc, il y a une limite. Même les saints meurent un jour, etc. Alors après, on a des problématiques qui surajoutent, disons, au terrain génétique, et qui font qu'il va y avoir une amplification, etc. Moi, dans mon esprit, je ne vis pas dans un monde de bisounours, c'est clair. D'ailleurs, tu nous as montré justement dans le thème natal de certaines personnes qu'il y avait un facteur qui allait être un événement déclenchant. Par exemple, le chef d'entreprise qui voit arriver une faillite, et peut-être que c'était mis en place par une mauvaise relation avec le père, ce que tu nous as montré en dernier. Donc selon moi, puisque je connais ce patient, oui. Je m'intéresse, je fais une formation en psychosomatique, donc on fait ce qu'on appelle l'anamnèse associative, c'est-à-dire c'est un nom un peu pompeux, mais en gros on essaye de chercher quel est l'événement, ou disons le changement dans la vie du sujet ou dans le psychisme du sujet, qui est corrélé ou qui est en relation avec le survenu de la maladie. Il faut bien comprendre qu'une maladie, c'est quelque part de l'énergie qui n'a pas été correctement gérée par le sujet. On voit par exemple des gens qui pètent un câble après avoir gagné au loto. Il n'y a pas que les événements en moins qui sont potentiellement pathogènes, il y a aussi des événements en plus ou en excès qui peuvent être pathogènes. Donc, il pète un câble et donc on met en relation le type d'événement, enfin la signification de cet événement avec la somatisation. Et la somatisation, c'est en quelque sorte, on met à la poubelle quelque chose, ce qui permet de débarrasser le psychisme. C'est exactement ce qui se passe dans Ignatia. Elle a conscience de son mal-être, elle n'est pas bien, mais elle n'a aucun symptôme physique. À partir du moment où il y a une répression de ses émotions, ou une répression de ses représentations, elle va somatiser. Et au niveau de sa tête, elle va se sentir nettement mieux. Donc le corps fait la poubelle. Donc on peut voir ça comme une manière d'équilibre, entre guillemets. Le thème ne le dit pas. Alors c'est sûr que quand un thème est bien fracassé, on est quasiment sûr que la personne n'a pas l'équilibre. Je crois qu'il y a des thèmes fracassés. Il semble qu'il y a quand même des thèmes qui sont plus sujets à la somatisation que d'autres, notamment les dominantes neptuniennes, par exemple. Il y a des thèmes qui sont plus dans la résistance, d'autres plus dans ce que Lacan appelait l'hystérie de conversion, c'est-à-dire le fait que le corps prend en charge la souffrance, donc la personne va bien. Il y a des structures psychiques qui sont plus adaptées à ça que d'autres. Les structures psychiques ne sont pas dans le thème, elles sont chez la possible, et non pas à une seule structure psychique. C'est en tout cas ma conviction. C'est pour ça que je pense que l'astrologie ne permet pas de faire des prévisions sans avoir le sujet sous la main.
C'est deux gros sujets, ça. Là, par rapport aux structures psychiques, je dirais il y a des mythes fondateurs, il y a des mythes structurants sur le thème. Prométhée, Prothée, Orphée, etc. Il y en a plusieurs, bien sûr. Et il y en a plusieurs dans le thème. Et il y a une manière particulière de la personne de s'accrocher à ce mythe fondateur. Donc on a de l'exprimer. Donc sans être trop dans les détails, disons qu'il y a un gros pataquès archétypal et qu'on peut voir sur le thème, et après une manière spécifique de vivre ce pataquès. La question du libre arbitre, je ne vais peut-être pas la développer parce que c'est peut-être un peu long. On peut en dire un mot? Je ne sais pas si ça vous intéresse, sinon... Le libre arbitre intéresse tout le monde. Je vais essayer d'être bref et synthétique. Pour moi, le thème astrologique est un outil de liberté. C'est-à-dire c'est un outil pour... La liberté n'est pas quelque chose qui est donné, c'est quelque chose qui est à conquérir. Et comment on conquiert cette liberté? Simplement en sortant de nos conditionnements. Et la plupart du temps, on ne les voit pas, nos conditionnements. On est conditionné par l'éducation, on est conditionné par la génétique, par plein de choses, par l'histoire, le moment historique dans lequel on est, la nation dans laquelle on s'incarne. Je veux dire, si on était né en 1930 en Allemagne, on n'a pas la même philosophie que quelqu'un qui est né en 1930 en France. Donc on est conditionné par tout ça. Donc le thème, qui n'est pas forcément dans le thème, puisque une même personne deux personnes peuvent avoir le même thème, l'une née en France, l'autre née en Allemagne nazie, et pas vivre évidemment la même chose. Donc, par contre, le thème va nous dire sur quel type de conditionnement on est le plus sensible et lesquels va le plus nous envahir. Donc, regarder le thème natal, c'est un outil qui nous permet de prendre conscience de nos conditionnements et ultérieurement de les utiliser comme des conditions pour exprimer la lumière de notre âme ou notre vérité profonde ou la vérité du monde des étoiles. Donc c'est toujours pareil, en science c'est la même chose, c'est celui qui connaît la loi qui est libre. Connaître la loi rend libre. Et ne pas connaître la loi, c'est croire être libre tout en étant manipulé par les grandes forces, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient psychiques ou métaphysiques. Voilà, on est dans des grosses questions. Juste un petit détail technique. Une personne qui est née en France par rapport à une personne qui est née en Allemagne, c'est pas les mêmes latitudes et longitudes. Par conséquent, l'écart milieu du ciel ascendant sera légèrement différent. Il est impossible que le thème soit exactement le même. Alors 1 degré d'écart, ça va changer beaucoup de choses. C'est un peu le cas entre Clinton et Fabius, qui sont des quasi-jumeaux astro, mais qui n'ont pas le même écart angulaire des axes. D'autre part, pour revenir sur ces très grosses questions, on va essayer de résoudre des problèmes énormes, là en 2 secondes. Ce soir, à 5, 6, 7, on va y arriver. Voilà. Quand en tant qu'astrologue, on reçoit par exemple une personne en consultation, on a la tendance, parce qu'il y a un conditionnement de société qui est très fort là-dessus, à considérer qu'on reçoit quelqu'un qui est un autre, détaché de nous, totalement indépendant de nous, qui pourrait demain matin ne plus exister s'il meurt. Et bref, on a déjà commis le crime d'objectivation. Ça va à la vitesse de l'éclair. On est déjà piégé dans un modèle qui est en réalité faux. Et donc, on peut tirer énormément de considérations. On peut tirer même toutes les considérations qu'on veut. Et chacun de nous le fait, chacun avec ses raisons qui sont tout à fait justifiables dans son histoire d'être humain et d'astrologue. Mais on est sur un modèle implicite de fonctionnement où l'autre a une existence objective et le monde a une existence objective. Or, je ne crois pas une seule seconde à ce modèle. L'autre est pour moitié nous-mêmes. Si donc je reçois quelqu'un qui a un thème de pataquès, de je sais pas quoi, ou un thème sublime, c'est que je suis à cet instant-là dans quelque chose de pataquès, peut-être dont je n'ai pas conscience, ou dans quelque chose de sublime dont je n'ai pas forcément conscience.
ce dont vient parler de Marin, j'en ai pas dit deux mots, ça s'appelle l'effet miroir. C'est-à-dire qu'on attire ce qu'on porte en soi. Donc au moment où un consultant vient nous voir, eh ben, il vient parce qu'il a un souci, mais il nous ramène à une problématique que nous, astrologues, avons. Donc à travers sa clientèle, on se voit évoluer. Donc c'est pas du tout les mêmes personnes qu'on reçoit avec le temps. C'est pas les mêmes problèmes qui arrivent. Et si un consultant vient nous voir, à ce moment T, on peut lui apporter quelque chose, parce que c'est nous qui l'a choisi. Et il y a un échange, et ça, ce n'est pas connu, c'est-à-dire que le consultant amène quelque chose à l'astrologue aussi. L'astrologue amène quelque chose au consultant, mais c'est réciproque. Alors c'est vrai gratuit. Oui, alors je voulais rebondir sur la présentation qui nous avait été faite de l'essence de Vénus et Jupiter, parce que pendant que Marin Jared parlait, ça m'a fait penser à une réflexion en feng shui traditionnel chinois, que je voulais partager avec vous. Et donc Marie-Pierre Dylan-Seger, qui est un maître de feng shui traditionnel chinois, répondait à une élève qui lui demandait comment on sait si à tel endroit il y a du bon ki, la bonne énergie, le feng shui, ou s'il y a du mauvais ki, le feng shui, mauvaise énergie, parce que c'est pas toujours simple de le savoir. Et j'associe avec le fait de comment savoir si les planètes sont bénéfiques ou maléfiques, enfin ça m'a fait penser à ça. Et donc la réponse de Marie-Pierre Dylan-Seger a été « Ah ben c'est bien simple, quand il y a du bon ki, du bon feng shui, on a envie de respirer, de regarder, de rester là, et quand il y a du mauvais ki, on a envie de se fermer, de se ratatiner. » Alors ça fait des années de ça, et j'ai souvent pensé, effectivement, quand vous êtes dans un endroit où il y a des poubelles, des déchets, vous vous fermez, vous n'avez pas envie de respirer. Quand vous êtes face à une personne, par exemple, vénusienne, jupitérienne, que j'associe à un joli lieu, à quelque chose de beau, alors là c'est peut-être discutable cette association, puisque je suis en train d'associer le bon ki au bénéfique et le mauvais ki au maléfique, effectivement je l'associe. Mais on peut quand même se poser la question, et c'est ce que votre exposé paradoxal et sympathique a suscité en moi, peut-être, jusqu'à ce jour je me disais non, bénéfique, maléfique, on se souvient bien du tout exactement ce que vous avez dit, mais je me demande si quand même on ne peut pas vraiment considérer qu'il y a des planètes bénéfiques, Vénus et Jupiter. Alors par exemple, si quelqu'un s'approche de moi en étant plein de Mars et de Saturne, en miroir que je suis, comme ce que vous disiez, je vais me fermer, me ratatiner, je vais arrêter de respirer, de regarder, et je vais reprendre mon aura vers moi. Si je suis avec une personne bien jupitérienne, vénusienne, je vais m'expanser, et je vais trouver ça agréable. Donc, juste mon petit questionnement, c'est que peut-être effectivement Jupiter et Vénus sont associables au bon ki, au bénéfique, c'est-à-dire l'endroit où, vous l'avez dit, où on s'expand, on s'ouvre, et le maléfique, c'est là où on se ferme. Cela dit, bien entendu, tout ce que vous avez dit, il est nécessaire de se fermer, de se ratatiner quand on veut durer, quand on veut se battre, quand on veut travailler, etc. Et pour terminer, en fait, quand on a une Vénus en chute ou en exil, hein, on en parlait, ce qui est mon cas aussi, j'ai une Vénus en chute, peut-être que d'avoir bien conscience de ce que représentent les bénéfiques Vénus-Jupiter, c'est-à-dire là où on s'ouvre et là où on s'expand, ça peut permettre de travailler sur la propre qualité de Vénus en soi, sur le bénéfique en soi. C'est-à-dire qu'on peut, par ce biais, en comprenant bien ce que signifie bénéfique et ce que signifie le bon ki, on peut peut-être arriver à travailler ces choses-là. Alors, je ne sais pas si ça vous parle et si je l'ai bien dit, mais c'était surtout cette association avec le ki et avec là où on a envie de respirer et pas envie de respirer. Bon. Donc tout ça pour dire que les anciens étaient tout près de la vérité avec les termes bénéfiques et maléfiques. Mais il faut bien comprendre ça avec une certaine psychologie. Sinon, c'est le drame de l'astrologie ancienne qui est comprise avec des mots modernes. J'en ai parlé, daimon, le bon génie, c'est compris comme le démon judéo-chrétien. Bénéfique, c'est bon, alors c'est qui favorise la croissance. Maléfique, c'est compris comme mauvais, alors que c'est qui ne favorise pas la croissance. Et en astrologie ancienne, c'est... Et on pense aussi que le thème est figé, ce qui est totalement faux. À tout moment, le thème, on peut évoluer. Et même si on a des planètes rétrogrades, il faut savoir que par direction, au bout d'un moment, elles deviennent directes. Ou même si dans un thème, on n'a que des planètes directes, par direction secondaire, à certains moments, les planètes rétrogrades. Donc rien n'est figé. Hein, et puis quand elles sont en chute, en progression, elles deviennent en domicile.
suis d'accord avec l'histoire de vie. À cause que je fais l'espace local, l'astrocartographie. Donc là, on voit vraiment des directions planétaires qui nous sont bénéfiques et on peut les expliquer. Vous avez entendu ce qu'a dit Non, je disais que j'étais d'accord avec ces histoires de qui, parce que j'ai fait encore récemment une intervention sur l'espace local, donc pour essayer de voir soit dans son appartement, soit dans sa ville, soit dans son pays, quelles sont les directions qui nous conviennent en fonction de notre thème, bien sûr. Et donc, je fais aussi de l'astrocartographie et on sait les routes qu'on doit prendre éventuellement pour, justement, qui sont des routes favorables, etc. pour nous. Pour moi, c'est Jupiter. Pour poser une question directement, donc je fais mon thème, je colle ça sur le plan de mon appartement. Oui, oui, oui. Donc le milieu de mon thème, je le mets au milieu de l'appartement. Hein, tu le mesures bien. Et après, je sais où je mets mes pots de fleurs. Voilà. Donc sur la ligne de Vénus. Et alors, il y a une chose, tu as connu une astrologue, Eric Gill. Cet astrologue, il habitait Nice dans ce temps-là, il y a une dizaine d'années, et puis il venait chez moi, puis j'étais à Saint-Raphaël, et il s'asseyait, parce qu'il était très bon en feng shui, il s'asseyait toujours à la place qui était très bonne pour lui, mais qui était aussi la place très bonne pour moi. Donc il me mettait toujours dans une position très défavorable. C'était un pur jupitérien, donc je ne pouvais pas résister. Vous parlez pas d'argent, de toute façon, donc c'est pas gênant. On parlait d'astrologie. Une petite anecdote pour illustrer la relativité mouvante de ce dont on est en train de parler. C'est quelque chose qui s'est passé avec Robert Changeux. Robert Changeux est mort il y a un certain nombre d'années, mais je l'ai connu. C'était un grand ami de Jean Carteret. Et vous savez que Jean Carteret avait inventé Vulcain et Proserpine. Il y a des quantités d'astrologues, de médiums, de somnambules, de channeling, etc., qui inventent, perçoivent ou rencontrent dans leurs visions, leurs rêves et ainsi de suite des planètes qu'on ne découvre jamais, que j'appelle parfois des planètes substractuelles. Vous retrouverez ces notions dans mon tout petit opuscule sur qu'est-ce qu'une planète, au fond. Et alors, à la mi-novembre 82, il y avait une concentration planétaire que déjà les illuminés de l'époque appelaient un alignement planétaire, ce qui était une erreur. Bon. Comme le fameux alignement planétaire de décembre 2012 qui n'existe absolument pas. Et Robert Changeux et moi, nous avions décidé de nous voir ce jour-là au moment de la concentration planétaire. Et bien ça a été tellement concentré qu'on s'est engueulé parce qu'il a voulu me dire qu'il tenait la preuve de l'existence objective de Vulcain et de Proserpine, inventée par Jean Carteret, et que dont Jean Carteret avait donné les éphémérides. Et la preuve tenait pour lui en ce qu'il lui était arrivé, en rencontrant des gens qu'il ne connaissait pas la minute d'avant, de pouvoir dire « Ah ben madame, vous avez Vulcain à l'ascendant ». On dressait le thème de la personne, et on voyait le Vulcain hypothétique de Carteret à l'ascendant de la planète, de la personne. Voilà. Ce à quoi, déjà à l'époque, je lui ai répondu que ça ne prouvait strictement rien, parce que on ne rêve que de soi, et on ne voit que soi. Bon, de toute façon, il n'y a pas d'autres questions dans le public, pas de personnes qui veulent rebondir. On va peut-être s'arrêter sur cette dernière question aux réponses impossibles. Hein. C'est un peu pour rire, je pense, la question, qui était initialement destinée donc à Marin. Comment Vénus ou Jupiter donnent la vie pour avoir la bourse quand ils sont très affligés? N'y a-t-il pas risque de se tromper sur la nature de la bourse? Ah oui, ça, il y a un risque. C'est amusant, oui. Mais si on donne la vie pour avoir la bourse, on est dans un deal. On est dans le matérialisme spirituel.
on est en train de monnayer quelque chose. Il faut étant en trop, l'idée est de donner la vie, sans plus, sans pour, ni pas pour. Je voulais dire, moi j'étais une adepte de Proserpine, parce que je suis taureau, et moi cette Vénus en balance, c'est pas la Vénus du taureau. Et pour moi c'était vraiment Proserpine, le maître du taureau. Malheureusement on n'a pas les tables, c'est pour ça que donc je ne l'utilise pas. J'ai travaillé pendant 2 ans avec les planètes hypothétiques de Witt. Oui. C'est assez fascinant et je pense que dans la mesure où on conceptualise que quelque chose existe, d'une certaine manière, il a une incidence sur notre psychisme. Parce que bon, on lit des textes en disant c'est nous. Finalement, pourquoi pas? Sauf que là, on parle de la personne, on ne parle pas de la conscience. Et comme on aime bien avoir des références bien vissées, parce qu'au moins quand c'est vissé, c'est sécurisé, on s'enferme dans des jolis coffres forts, éventuellement bien huilés, à la Suisse, éventuellement bien brillants, et après on est fier d'être prisonnier de ces représentations. C'est génial. Je suis ça, je suis pas ça. Quand on lâche un peu les choses, on s'aperçoit que les hommes sont féminins, les femmes sont masculines, que finalement, donc il y a toute la perception et la compréhension des situations et de soi-même, entre guillemets, disons, ça s'estompe assez nettement. C'est pour ça que si on intègre l'évolution du sujet dans l'interprétation du thème, ça veut bien dire qu'il n'y a pas de fatalité à aboutir à une structure psychologique X ou Y. C'est un peu la même chose que Marin disait en parlant de l'essence du taureau, qui est matérialiste, ou au contraire autre chose. Par exemple, Cérès, je trouve qu'elle rend service quand on n'a pas de planète en air. Et j'ai eu un cas où la personne n'avait aucune planète en air et son Mercure était dominant. Et si on cherchait son Cérès était en Gémeaux. Donc à ce moment-là, elle avait une planète en air et en réciprocité avec son Mercure en Vierge. Et sur le plan d'interprétation, c'était quand même un peu plus... On comprenait mieux le personnage. Je pense qu'il est clair que de toute façon, plus il y a d'indicateurs, plus on trouve ce qu'on cherche. Moi, j'ai pas d'opinion pour tel, et c'est vrai que ma Cérès étant un cancer prof du coup, j'ai tout. Donc on est descendant. Juste une petite chose qui me vient en conclusion de un certain nombre de choses qui ont été brassées depuis tout à l'heure, et en conclusion de ce que j'ai dit. Pour finir, à mon sens, ce qui importe au niveau du modèle astrologique que vous travaillez, que vous avez entre les mains, c'est que ce modèle soit cohérent, qu'il soit cohérent par rapport à vous-même, qu'il soit cohérent par rapport à la globalité dans laquelle nous sommes, la culture dans laquelle nous sommes, et que vous vous sentiez en accord avec ça. Vous pouvez avoir des résultats magnifiques avec uniquement les planètes visibles, en laissant tomber les planètes invisibles, les parts, les trucs, les machins, le reste et tout ça. Hein. Vous pouvez aussi avoir des résultats extraordinaires en tirant au dé la position des planètes et en les posant selon ce que le dé va indiquer. Vous pouvez avoir, comme l'école de Hambourg, la capacité de prévoir la Seconde Guerre mondiale. L'école de Hambourg a prévu la Seconde Guerre mondiale avec ses 8 planètes hypothétiques. Sachez que les planètes hypothétiques, il y en a des centaines et des centaines, et depuis des siècles. Caïd, par exemple, a des siècles d'existence. Où vous pouvez avoir le même résultat qu'avait l'astrologue indien qui s'appelait Raman, voilà, ça y est, ça me revient, avec l'astrologie traditionnelle, il avait prédit la Seconde Guerre mondiale.
Il faut ajouter que le poète Miloš, par sa méditation poétique sur la Bible et sur la vie, a prédit également la Seconde Guerre mondiale en donnant les dates. Voilà. Donc, on va conclure, plutôt je vais conclure. Pour ce qui en est de ma participation, j'ai ressenti au sens propre une grande joie à être là. Ça s'est passé carrément mieux que ce que je craignais. Et donc je vous remercie d'être venus, je remercie les intervenants et je remercie celles du fond qui se cachent là-bas, Sylvie et tout ça, pour avoir donné de leur temps et de leur énergie pour que tout se passe au mieux pour vous aujourd'hui. Merci. Merci bien.